Alors bonjour à toutes et à tous, donc en ce vendredi 31 août, donc après un peu plus de 60 jours de course, on va faire un petit point un peu différent en utilisant en fait le site internet que je vais en profiter pour vous le présenter un petit peu. Donc voilà le site de la Golden Globe Race, le site officiel, et vous voyez que donc sur la première page, eh ben, on voit depuis quand sont partis nos marins, et bah, ça fait 60 jours et 21 heures. Et c'est assez fou de penser que ils attaquent juste l'Indien, certains n'y sont pas encore. Et ça donne un petit peu la mesure de l'immensité du parcours et de la longueur de la course. Donc, quand on descend un petit peu voilà, à l'aide de la souris, ou alors en utilisant cette petite barre sur le côté, là, en la faisant descendre comme ça, en cliquant à l'aide de sa souris, où on peut utiliser la petite molette, et ça descend tout seul. Donc en descendant, on peut avoir les actualités qui sont des petits résumés assez courts. Voilà, et là on a un petit point sur le dématage d'Arrowig, et là ensuite ça reprend en fait les différents communiqués de presse. Voilà, donc là je recule. Voilà, donc non, je me suis un petit peu trompé. Là, ça reprend les communiqués de presse, cette bande-là, et les news un petit peu courtes sont juste en dessous. Voilà. Donc là, vous avez un petit résumé très court, un peu des faits marquants de la journée. En descendant, on arrive là sur la zone des réseaux sociaux. Là, vous voyez, il y a le petit logo Facebook, le petit logo Twitter. Là, c'est le SoundCloud en fait qui reprend tous les coups de fil qui nous sont passés une fois par semaine donc au PC Course, et qui sont enregistrés et qui sont donc reproduits sur le SoundCloud de la Golden Globe Race. Ensuite, vous avez un petit onglet Instagram qui renvoie donc vers le compte Instagram de la GGR. Ici, vous avez le leaderboard qui est donc le classement. Là, vous avez un calendrier qui retrace un petit peu tous les événements donc de la Golden Globe Race. Bon, en ce moment, les bateaux sont en mer, donc c'est relativement calme. C'est en mer que ça se passe. Et tout en bas, si vous voulez souscrire à la mailing list, vous pouvez inscrire votre email, votre prénom, votre nom, et appuyer sur le petit bouton noir qui vous permettra donc de souscrire à la newsletter. Donc là, c'est sur la première page, et ensuite, si vous voulez des renseignements un petit peu plus précis sur les skippers, vous pouvez aller sur l'onglet skipper. Voilà, j'y suis, et là, vous voyez, vous pouvez, par exemple, on va prendre un petit peu d'informations sur Abhilash Tomy, qui est donc le concurrent indien, et là, vous allez avoir son profil, et également les données techniques du bateau. Voilà, et ça concerne tous les skippers, avec quelques précisions. Bon, là, effectivement, ils sont notés aussi comme ayant abandonné, donc c'est relativement, c'est actualisé. Ensuite, dans les actualités, donc là, quand on clique sur ce petit onglet, on a les dernières actualités qui sont en fait rassemblées dans les communiqués de presse. Voilà, donc je recule encore un petit peu. Et ensuite, vous avez les dernières vidéos. Donc les dernières vidéos, ça renvoie en fait à la chaîne YouTube. Donc, vous voyez, tous les lives, toutes les vidéos de la Golden Globe Race sont installées sur la chaîne YouTube. Et donc, vous pouvez les retrouver ici. Et la même chose pour les photos, et une fois encore la newsletter. Ensuite, bon là, c'est un onglet qui renvoie à l'équipe, à comment contacter la GGR, et aussi à la prochaine édition, la Golden Globe Race 2022. Ensuite, en direct. Donc là, quand on arrive sur cet onglet-là, en tapant sur jour après jour, des nouvelles des skippers, et bien là, en fait, on va avoir une forme un petit peu plus ordonnée de tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc là, ça démarre par le SoundCloud. Et ensuite, on a un système de filtres
qui permet en fait voilà, d'accéder au contenu des réseaux sociaux selon les différents types d'accès qu'on peut avoir. Donc là, en tapant sur All, ça veut dire tout, on a accès à tous les contenus des réseaux sociaux à mesure qu'ils arrivent. Donc là, vous voyez, on a du Twitter, là c'est du Facebook, mais on peut également filtrer. Par exemple, si je veux que du contenu Facebook, hop, je tape sur le petit onglet Facebook, et vous voyez, on a tout ce qui vient de Facebook est ordonné sur le site internet. La même chose avec Twitter. Voilà, donc là vous avez tous les derniers tweets. La même chose avec Instagram. Voilà. Et la même chose avec YouTube. Voilà, donc c'est un petit système de filtre qui permet d'accéder au contenu des réseaux sociaux selon le mode que vous désirez. Alors ensuite, un outil très important, un outil moi, que j'utilise beaucoup pour faire les points du matin, c'est le tracker. Alors le tracker, il apparaît sous cette forme. Alors vous voyez, vous pouvez faire glisser la carte, pareil, à l'aide de la souris en faisant un petit clic droit. Ça vous permet, c'est comme si vous appuyiez votre doigt sur la carte et ça permet de la glisser comme ça, de la remonter un petit peu. Donc là, c'est pas mal parce que ça permet de voir toute la flotte. Sur le côté, vous avez un petit carré blanc donc, que vous pouvez réduire là, quand vous voulez avoir un maximum de cartes visibles. Mais en cliquant dessus, vous voyez, vous pouvez isoler un petit peu les bateaux. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur Abhilash Tomy, hop, ça va me donner là où il est. Et ensuite, quand vous cliquez sur le bateau, vous avez donc un petit point des dernières 4 heures. Là, par exemple, il y a une moyenne de 4,7 nœuds qui correspond au point réalisé entre 4 heures. Donc ça donne la vitesse des dernières heures. Et ensuite, vous avez dans le petit carré ici la distance parcourue les dernières 24 heures et aussi le classement du skipper. On peut faire la même chose avec, par exemple, Gregor McGuckin. Vous voyez, hop. Là, on voit qu'il a parcouru 78 000 récemment et qu'il est troisième ces dernières 24 heures et qu'il est troisième de la Golden Globe à 4,6 nœuds. Et ensuite, quand vous cliquez sur le leaderboard, là, vous avez donc le classement à partir du début, from start, donc ça veut dire à partir du début, mais vous pouvez avoir aussi la progression des dernières 24 heures. Donc quand vous tapez recent, ça vous donne la progression des dernières 24 heures. Donc vous voyez que c'est Abhilash Tomy qui a été le plus rapide. Arrowig, là, il y a un petit bug parce que il utilise actuellement 2 trackers, donc il ne faut pas prendre en compte le classement d'Arrowig. Ensuite, Itzvan Copard, Mark Sinclair, c'est assez marrant, c'est de voir que en fait, ce sont les plus à la traîne finalement qui ont été les plus rapides cette nuit, tant mieux pour eux. Donc on va fermer ça et on va jouer maintenant un petit peu plus avec les différents outils que nous propose le tracker de Yellowbrick et donc qui nous permet de visualiser où est la flotte. On peut commencer par Francesco Capelletti, lui qui est toujours dans une bonne moyenne régulière. Il descend, il est en train de doucement rattraper le tableau de marche de Sueli il y a une 50aine d'années. Donc il n'a pas traîné parce qu'il est parti des Sables d'Olonne 21 jours après tout le monde. Antoine Couzeau, lui, il se rapproche beaucoup de Rio. Il doit commencer à voir le bout de la route et il doit sans doute être assez soulagé de se rapprocher parce qu'il est toujours quand même un petit peu en convalescence là, de cette épaule qui lui fait mal et de ce pied également qui lui pose des soucis. Donc il s'en approche actuellement. Bon, il devrait y être là d'ici 2-3 jours maximum. Et ensuite, donc, on attaque sur la flotte de la Golden Globe Race.
Donc on va positionner un petit peu voilà, la carte de façon à ce que ce soit le plus visuel possible. Là, vous voyez, on arrive quasiment à avoir tout le monde en même temps. Bon, on a parlé de Francesco et d'Antoine Couzeau, donc on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur la flotte de la Golden Globe Race. Et donc vous voyez que sur cette barre d'outils, donc il y a différentes choses. On peut commencer par le zoom. Donc le zoom, vous voyez, ça permet évidemment de grossir un petit peu la carte de façon à être un peu plus dans la précision des informations et des données. On peut la grossir jusqu'à 14, mais là, on va pas... Enfin, ça ne sert à rien pour l'usage qu'on en a ce matin. Et ensuite, vous avez tout un tas de petits outils qui vous permettent, là, par exemple, de quadriller un petit peu pour avoir des informations un petit peu plus précises sur les différentes latitudes et longitudes, etc. Et l'outil dont on va se servir pour faire le point un petit peu ce matin, surtout, c'est l'onglet de vent, mais vous verrez qu'il ne concerne pas que les vents, qui concerne tout un tas d'autres choses. Donc là, si on s'amuse à mettre les vents, vous voyez qu'on arrive à un volume de données qui est assez important. Alors c'est vraiment chouette parce que toutes ces modélisations là sont à la fois assez jolies à regarder et sont relativement raffinées quand même dans à la fois leur direction, leur force. Vous voyez qu'à chaque force de vent correspond une couleur, hein, donc plus on tend vers le rouge et le violet et le bleu et plus plus c'est important. Et ce petit outil aussi permet de regarder également les températures. Vous voyez, donc on voit que plus on descend, plus il fait froid. C'est assez logique. Là, pour l'instant, ils ne souffrent pas trop encore, mais plus ils descendront. Alors, ils ne peuvent pas descendre en deçà de cette ligne, qui a même été un petit peu remontée récemment pour des raisons de sécurité. Donc, logiquement, ils ne devraient pas trop souffrir dans les prochains jours, mais on sait que la température va baisser à mesure qu'ils vont progresser. Là, vous avez une petite carte des pressions. C'est intéressant aussi pour ceux qui sont intéressés par la météorologie. Ça donne pas mal d'informations. Vous avez la couverture nuageuse. Vous voyez. Alors, donc, vous voyez, c'est relativement précis également. Ça donne une idée assez fine. Quand même, on voit bien les petites zones couvertes et les zones qui sont dégagés. Ensuite, vous avez les courants. Alors ça, les courants, on en a pas mal parlé récemment. Et vous voyez que quand on zoome un petit peu, on voit que là, Grégor est dans une forte veine de courant. Quand on voit la petite règle là qui fait correspondre les couleurs à la vitesse du courant. Il est dans un courant qui doit être aux alentours des 2 nœuds de travers, donc il fait glisser doucement vers l'ouest. Donc c'est toujours intéressant d'être plutôt porté par le courant. On a vu notamment le temps du week-end dernier que VDH faisait des pointes à plus de 10 nœuds sur 4 heures parce qu'il était porté à la fois par la houle, par le vent, mais également par un courant qui était très puissant. Et vous voyez que cette zone n'en est pas exempte du tout. Au sud de l'Afrique du Sud, au niveau des courants, il se passe pas mal de choses. Et enfin, on a ici les vagues. Alors, vous voyez que là, les vagues sont pareil matérialisées par des couleurs. Et, plus ça devient, plus on se rapproche du rouge et de l'orangé, et plus la taille de la houle augmente. Donc tout ça, ce sont des petites informations qui vont nous aider à nous faire une idée un peu plus précise des conditions dans lesquelles naviguent les concurrents. On va se reconcentrer maintenant un petit peu plus sur le vent, parce que c'est quand même l'élément, on va dire un gros facteur de progression pour les concurrents. Et on voit que ce matin, Jean-Luc Vandenette, qui a été pas mal
haut portant ces derniers jours. Hein. Hier, il se vantait d'avoir ressorti le SPI et en fait, en milieu de journée, il a avoué l'avoir rentré et maintenant il navigue dans un vent. Il navigue au près maintenant, mais il a l'air de l'apprécier parce que ça calme un petit peu le jeu. Il a quand même eu des navigations assez engagées ces derniers jours et donc là il respire un petit peu plus et il parvient à faire une route qui est relativement proche de la route directe. Et on fait des petits ajustements, voilà, pour que ce soit plus joli, qui est relativement proche de la route directe et qui lui permet donc de toujours progresser à bonne vitesse. À tel point qu'il augmente un petit peu sa progression sur Mark Slatz et Gregor McGuckin, qui eux, pour le coup, sont au près également, mais dans des vents qui sont moins bien orientés pour leur progression vers l'est. On va regarder, on va utiliser un autre petit outil, tiens, qui est intéressant aussi, qui est le Two Girl Roller. Donc ça, c'est la dénomination anglaise. Et ce petit outil permet en fait de mesurer la distance entre les bateaux. Vous voyez, là, si je positionne ce petit pointeur sur le bateau de Jean-Luc et que je fais la même chose et que je le place sur le bateau de Mark Slatz, ça donne une distance de 700 000. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que Jean-Luc, depuis hier, il a encore gagné 70 000 sur ses poursuivants directs. Et on va regarder avec Grégor combien il a. Eh ben, on est à 850 000. Donc une confortable avance, surtout considérant la vitesse des bateaux. Et on va regarder aussi par rapport au dernier qui doit être Marc Sinclair. Eh ben voilà, on est à 2200 000. Donc ça vous donne une idée un petit peu de l'écart qui existe entre le premier et le dernier. Et ça représente un paquet de jours à la vitesse à laquelle naviguent les bateaux. Et eh ben on ne va pas tous les voir arriver en même temps à Hobart, ça c'est sûr. Donc on voit, pour continuer le point un petit peu météo, alors ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de faire des petites projections météorologiques en utilisant donc voilà, le petit onglet qui est là-haut et qui permet d'avancer un petit peu dans le temps. Donc si on regarde la situation à 2 jours, par exemple, on voit que derrière, ça reste toujours compliqué. Hein. C'était ce que je disais hier dans le point. Si les premiers bénéficient quand même d'un... Alors bon, c'est pas si simple que ça en a l'air, mais en tout cas, c'est beaucoup moins compliqué que derrière. Et en tout cas, les pressions sont plus fortes. On voit que derrière, c'est vraiment très très compliqué de sortir, de s'extirper de la fin de l'Atlantique Sud. Si on regarde par exemple la pauvre Suzy là, qui vraiment paye très cher l'option qu'elle a prise. Alors si je me souviens bien, c'était le 18 août, on va regarder ensemble. Vous voyez, le 18 août, là, elle est tout près de Gregor McGuckin. Ils sont, enfin tout près, toute proportion gardée, mais enfin à l'échelle de la carte, ils sont relativement proches. Et on voit que là, tous les deux se séparent et Suzy décide de partir un petit peu vers le nord pendant que Grégor reste en dessous. Et là, c'est le début de la galère pour elle, parce que la météo joue vraiment contre elle et se retrouve au-dessus d'une zone de haute pression et elle a beaucoup de difficultés à descendre, pendant que Grégor lui a accroché le train un petit peu des dépressions. Et vous voyez à quel point il s'est écarté de Suzy, c'est vraiment impressionnant. Donc, là c'est marrant parce que là, en fait on voit que les positions viennent d'être actualisées et que Gregor McGuckin plonge encore un petit peu plus au sud. En direct. Donc, pour faire un petit point sur la situation, voilà, on a dit qu'il y avait 700 000 entre Mark Slatz
et Jean-Luc Vandened, et 850 000 donc entre Grégor et Jean-Luc. Donc ça fait quand même une sacrée avance. Derrière, ou courant de mât, eh ben, il a l'air d'être bien reparti, il est à 6 nœuds, il est dans une petite... il est dans une petite veine là entre différentes zones de haute pression, pardon, et on va regarder un petit peu comment ça évolue derrière. Eh ben, ça va rester un petit peu, ouais, ça va rester un petit peu erratique. Ça va rester un petit peu erratique, donc ah oui, et même à partir de demain, il risque d'être englué un petit peu dans une zone de molle. Mais bon, à partir du 2 septembre, le vent va rentrer franchement, parce que là, on voit qu'il y a un front, là, il y a une dépression qui arrive et qui progressivement va balayer toute la course et combler un petit peu toutes les zones de haute pression qui gênent la progression des skippers. Donc on devrait avoir un nouveau départ, entre guillemets, pour tous ces bateaux là, qui progressent actuellement très difficilement et qui ont peine à s'extirper de l'Atlantique Sud. Ça, c'était pour Oukou. Donc ça, c'est la position de Are Wig avec son deuxième tracker, son tracker qui faisait partie du pack de sécurité et qu'il a activé parce que le premier ne marchait plus très bien. Bon, a priori, celui-ci a des petits soucis d'émission également, mais on n'est pas inquiet par rapport à sa progression parce que de toute façon, il peut nous appeler au téléphone satellite si jamais il en a besoin. Donc il a établi son gréement de fortune et il continue à progresser vers Cape Town, pardon, qu'il devrait rejoindre dans 2 ou 3 jours, peut-être un peu plus vite en fonction des réserves de gasoil dont il dispose, parce que son moteur fonctionne toujours. Donc c'est un facteur aussi qu'il faut prendre en compte, mais en tout cas, tout ce qu'on peut noter, c'est que Harwig, avec son passé d'ingénieur et toute la maîtrise qu'il a de tous les aspects techniques sur un bateau, a été très rapide à établir son gréement de fortune et s'est sorti de la situation compliquée dans laquelle il était avec brio. Et ça montre un petit peu quand même le degré de préparation de ces marins qui s'engagent pour un tour du monde sur un bateau qui fait entre 9 et 11 mètres. Et c'est important parce que c'est vraiment des zones qui ne supportent pas trop l'approximation et qui sont vraiment difficiles pour à la fois les skippers et le matériel. Donc donc ça c'est l'ancienne position d'Harwig juste au moment de son chavirage, et donc la position est restée figée. Et en fait, Abhilash Tomi, il va se retrouver quasiment au même niveau, mais lui avec une mer beaucoup plus praticable. Et alors, à quelle vitesse il avance, Abhilash? Il avance à 5 nœuds, voilà, vers l'est, voilà, sans trop de... quasiment sur la route directe. Donc, c'est une belle progression. Et alors, dans les jours à venir, eh ben voilà, il va être, lui c'est pareil, il va falloir qu'il se batte un petit peu dans des zones de vent faible avant voilà, d'être rattrapé par cette dépression qui va souffler. Alors ça va être un angle assez sympa parce que ça c'est du 3/4 arrière et c'est des angles auxquels les bateaux fonctionnent très très bien. Donc ça va lui permettre de progresser pas mal. Concernant Suzy, la pauvre Suzy, elle qui doit être bien frustrée en ce moment, à galérer là, dans les vents faibles, et la pauvre, elle n'est pas trop gâtée demain encore. Mais alors voyons voir un petit peu plus tard. Voilà, bon, à partir de demain soir, à 20h UTC, enfin même un peu avant, voilà, elle va enfin trouver du vent qui va lui permettre de descendre un petit peu et de rejoindre le train des dépressions du Grand Sud. Et en tout cas d'avancer tout simplement parce que là, elle doit vraiment plus en pouvoir depuis le temps que ça dure. Loïc Lepage, notre ami français qui a des soucis de radio et d'eau potable à bord, enfin pas des soucis, mais en tout cas c'est sa réserve d'eau qui baisse assez dangereusement à son avis, à tel point qu'il songe à s'arrêter à Cape Town. Lui, il avance à 4 nœuds et demi, donc c'est quand même pas mal.
On va regarder un petit peu ce que ça donne demain. Là, ça va encore bien. Enfin bon, il sera voilà, en limite d'une petite bande de haute pression. Là, toujours. Et voilà. Et comme il est un petit peu plus haut que Suzy, voilà, il va toucher du vent un peu plus tard. Mais voilà, il va le toucher lui aussi. Tout comme Igor, d'ailleurs, qui lui aussi a une progression un petit peu difficile ces derniers jours. Il a 4 nœuds ce matin. Et demain, eh ben, voilà, il sera dans une zone voilà, un petit peu entre une bande de haute pression et il sera sur une petite bande comme ça qui sera bientôt comblée voilà, par la dépression, donc c'est pareil. En gros, ils vont tous être balayés par cette dépression qui va passer sur eux voilà, aux alentours de l'après-midi de demain. Et le petit groupe qui ferme la marche, donc Tapio Lehtinen et Istvan Kopar, c'est assez marrant de voir qu'ils se sont réunis, c'est pareil quand on regarde un petit peu les trajectoires, ils étaient quand même bien écartés il y a un moment, et surtout Istvan était vraiment derrière, il a pris une petite option ouest, pendant que Tapio était plus à l'est, et ils finissent par se rejoindre. Maintenant, c'est assez rigolo. On va zoomer un petit peu pour voir quel est l'écart entre ces deux bateaux. Bon, a priori, ils ne peuvent pas se voir encore, mais ils sont vraiment pas loin. Ils sont à une vingtaine de milles l'un de l'autre, donc vous voyez, c'est assez rigolo de voir qu'après toute cette distance parcourue, après près de 61 jours de mer, eh ben, ils arrivent à se retrouver aussi proches. Marc Sinclair, bah, lui, il ferme la marche. Alors, à quelle vitesse il navigue? 4,8 nœuds, donc 5 nœuds, ce qui est quand même une bonne vitesse pour ces bateaux-là. Et c'est assez marrant parce que ce petit groupe de 3 bateaux, là, bah, il bénéficie depuis plusieurs jours d'un petit couloir de vent qui les emmène comme ça au travers et qui les a vraiment pas ralentis pendant que les autres galéraient dans des zones de haute pression. Donc à part là en fin de journée où ils vont être rattrapés par une petite bande de haute pression, ensuite eh ben, ils vont récupérer la dépression et ça va leur permettre de remonter un petit peu de combler un petit peu leur retard. Donc voilà en gros pour le point de météo de la journée. Si on pousse un petit peu plus loin, là donc le 9 septembre, donc dans 10 jours, on voit que suivant la progression de Jean-Luc, lui c'est pareil, il pourrait être freiné aussi peut-être par cette petite zone là de haute pression en fonction de la trajectoire qu'il aura. Et pour derrière, pour les concurrents qui naviguent derrière, ça sera un petit peu moins fluide que ça ne l'a été pour Jean-Luc, en tout cas un petit peu moins violent, donc ça devrait créer encore un petit peu d'écart. C'est un dicton qui est vraiment assez récurrent dans la course au large qui dit que les riches deviennent de plus en plus riches à mesure qu'ils progressent. Les premiers, des fois, s'extraient pendant que les autres, derrière, en fait, se changent de système météorologique et du coup n'arrivent jamais à revenir parce que entre les bateaux, il y a des zones de transition qui ne permettent pas de remonter. Et là, voilà, on est dans un schéma un petit peu comme ça. Et ça va être très intéressant à suivre. En tout cas, on espère surtout que c'est la fin de l'Atlantique Sud qui se profile pour les derniers concurrents, parce qu'il y a eu quand même un gros coup de frein sur la fin, là, et ça doit être assez dur à vivre, parce que même s'ils ne savent pas forcément où sont situés les premiers, ils peuvent se douter qu'ils subissent des conditions qui les empêchent vraiment de progresser pendant que les autres glissent déjà dans l'Atlantique Sud. Donc voilà un petit peu pour le point de ce matin. On continuera à faire des points réguliers vidéo comme ça, parce que c'est vrai que c'est assez sympa et assez visuel. Et ça permet, enfin moi je trouve que c'est un outil qui permet aussi de s'éduquer un petit peu à la fois à la météo et on va dire aux difficultés de la navigation au large,
aux enjeux que ça représente en fonction des prévisions, en fonction des courants, et ça permet aussi de donner une idée assez précise des conditions dans lesquelles évoluent les marins. Pour une course qui n'envoie pas d'image et qui est assez, on va dire, économe en information en provenance des coureurs, c'est un outil qui est vachement intéressant, qui est vachement important et qui est très généreux. Donc je vous invite à l'utiliser vous aussi. On peut prendre ça comme un jeu, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect visuel qui rend les choses un petit peu ludiques. Ça permet vraiment de se faire une idée plus précise en jouant avec tous les différents outils, hein, je vous l'ai dit, vent, courant, houle, à se faire une petite image voilà, mentale en additionnant ça aux messages que nous envoient les coureurs et aux différents communiqués qui sont faits, à la fois en français et en anglais. Et ben, ça permet de se faire voilà, une petite idée, avec le peu de moyens qu'on a, des conditions dans lesquelles naviguent ces marins. Pour terminer, vous voyez que là, il y a un petit onglet qui permet de partager avec vos amis ou vos contacts ce que vous voyez sur l'écran. Vous voyez que vous pouvez le partager sur Facebook, vous pouvez mettre en place un lien Twitter qui renvoie au tracker, et vous pouvez même l'envoyer par mail. Donc vous avez quand même pas mal d'outils pour vous faire une petite idée de ce qui se passe sur la Golden Globe Race 2018, à la fois en français et en anglais. Donc voilà, c'était le premier point vidéo. On en fera beaucoup d'autres parce qu'ils sont loin d'être arrivés. Il va se passer encore plein de choses. Toute l'équipe de la Golden Globe Race 2018 n'est pas encore en train de faire ses bagages, mais en tout cas a déjà pris ses billets pour le drop point de la Tasmanie, qui s'appelle le Boatshed Drop Point. Et on va se retrouver là, nous on y sera à partir du 1er octobre. Et Jean-Luc Vindened, selon les dernières prévisions, est attendu aux alentours du 3 octobre. Donc ça va être un rendez-vous évidemment à ne pas manquer pour ceux qui aiment cette course et qui la suivent. Et ça risque d'être quelque chose de très très fort en émotion, parce que là ils auront quand même pris une sacrée portion de mer depuis Lanzarote, et ils auront plein de choses à nous raconter. Donc la façon dont ça va se passer, c'est qu'il y a une petite ligne virtuelle qui va être mouillée donc aux alentours de Hobart, donc dans le sud de la Tasmanie. Et ils devront rester 1h30 au-dessus de cette ligne, affaler les voiles, et soit se laisser dériver, soit s'ancrer, enfin bref, se rendre disponibles pour nous donner leurs images, les images qu'ils auront tournées à bord, et puis pour rencontrer les médias et la famille, et qui voudra bien les voir. Et nous, on va filmer tout ça, on va prendre des photos, et on vous fera des contenus, des comptes rendus les plus complets possibles de ce passage-là, avant qu'il replonge dans le Pacifique vers le Cap Horn, et qui donc repartent à l'attaque de cette longue route qui quelque part commence à peine, même si ça fait 60 jours, plus de 60 jours qu'ils sont en mer. Donc voilà, merci de votre attention, c'est terminé pour ce matin, et on se retrouve cet après-midi pour des questions-réponses. À bientôt.